Il était un roi d'Angleterre, Henri IV de Lancastre, qui fit servir pour son couronnement en 1399 le premier flan inscrit dans les mémoires. Il est devenu depuis un dessert populaire dans le monde entier. Afin de ne pas prêter le flan à une regrettable confusion, par flan, sachez qu'on n'entend pas ici vous entretenir de cet entremets lacté, mais bien du flan pâtissier. Symbole un rien suranné des goûters chez grand-mère, le flan est devenu tendance. Sur les réseaux sociaux, des comptes d'addicts au flan lui sont entièrement dédiés. Un gâteau de boulanger qui s'accommode de notre mode de vie nomade et dont les grands noms de la pâtisserie se sont emparés. Son succès est tel qu'il rend ses prix plus élastiques que sa texture, certains tarifs atteignant des hauteurs stratosphériques. Le flan est un dessert de partage. Nous avons donc distribué la parole à un boulanger, un industriel, des experts, un pâtissier. Vous savez, c'est bien cuit en dessous. Souvent les flans, c'est pas cuit. Flanqué d'un chariot à dessert, on a ouvert les placards, fouetté les apparences, inspecté les fonds des casseroles, scruté les fours et les vitrines. On en est resté parfois totalement baba. La majorité des flans ne sont plus réalisés par des artisans, mais en usine. Ça, là-bas, ça fait 600 litres. C'est nos casseroles. En usine, comme en boulangerie, d'où viennent les ingrédients? Mon principe, c'est de transformer la matière première la plus brute possible, telle qu'on pourrait la trouver en direct du producteur. Les matières premières du flan sont basiques. Pourtant, on les a retrouvées dans de drôles d'états, sous des formes peu naturelles qui ne sont pas sans conséquences sur le goût du flan et parfois sur notre santé. Moi, j'ai jamais vu une poule qui pondait des œufs en bidon. Hein. Je sais pas. À ces ingrédients de base, il arrive qu'on ajoute des composants déconcertants, comme ces bouts de bois ou cette sorte de glu. Alors, a-t-on raison de faire tout un flan du retour de ce dessert en haut de l'affiche? Dans les vieux grimoires, il y a, dit-on, autant de recettes que de flans. On peut aussi piocher dans les blogs les plus récents. La recette de Karim Ton nous a fait de l'œil. Le blog culinaire de Karim existe depuis 3 ans. Ni pub, ni rien à vendre, juste le plaisir de partager sa passion, ses trucs et ses astuces. Ah, un vrai plaisir. Le plaisir du flan, en fait. Et mon enfance, là-dedans. Donc, en fait, en une bouchée, je retrouve toute mon enfance. Donc, c'est magique, en fait. Tout simplement. Je reprends une petite part. Devenu grand et informaticien, Karim cuisine 15 heures par semaine et réalise en moyenne 5 flans par mois. Les recettes les plus simples sont les plus difficiles à réaliser. Et le flan en fait partie. Pour étaler sa pâte brisée, Karim est équipé d'ustensiles pas toujours orthodoxes. Quand la pâte accroche un peu, il faut absolument avoir ça, quoi. Donc ça, c'est un truc acheté dans les magasins de bricolage. Hein. Sauf que ça coûte 3 fois moins cher que si on l'achetait spécial pâtisserie. Ouais. La pâte sera garnie de ce qu'on appelle l'appareil du flan. C'est terminé. Une crème pâtissière parfumée à la vanille. Un flan sans vanille, pour moi, c'est pas un flan. Les grains, je vais les mettre dans le lait. L'objectif, c'est simplement de laisser infuser la vanille. Donc plus on laisse, mieux c'est. Une fois mélangés, les œufs, le sucre et la fécule de maïs vont être incorporés au lait vanillé. La réussite du flan se joue maintenant. À partir de ce moment-là, c'est là où il faut être vigilant. Il ne faut jamais arrêter de tourner. Si on arrête de remuer, on a un gros grumeau. Et donc là, pour le coup, c'est tout à la poubelle. Là, l'appareil commence à épaissir. C'est là où il ne faut pas relâcher, il faut de l'huile de coude, il en faut beaucoup même. Et la phase ultime, c'est quand je vois qu'elle est suffisamment épaisse, je m'arrête à peu près 10 secondes
et là, paf, j'ai la cheminée. On a l'impression que c'est un volcan qui s'ouvre et qui explose. Et donc, moi, dès que j'en ai une, pour moi, c'est que la préparation est prête. Deux heures plus tard, la crème a pris le frais, s'est stabilisée pour éviter d'éclater à la cuisson. Je déteste manger un flan quand la pâte n'est pas cuite. Donc en fait, je commence la cuisson à 210, c'est très fort. Au bout de 6 minutes, je descends la température à 170 en 30-35 minutes environ. L'idée, c'est que ça colore, mais un peu partout, il ne faut pas que ça crame. Ce flan maison aura coûté 7 € et pris un peu de temps. Ça a pris 40 minutes de préparation, entre 40 et 45 minutes de cuisson. Toute la pâtisserie, ça s'anticipe. Pourtant, il y a un moyen d'aller vite. Ah, ça... Des préparations en poudre qu'on mélange à du lait avant d'enfourner. Le problème, c'est que dans la mesure où vous donnez ça à vos enfants depuis tout petit, quand on va leur donner un vrai flan, ils vont penser que le vrai flan, en fait, il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce qu'ils ne retrouvent pas ces arômes qu'ils ont dans les flans que j'appellerais, moi, plutôt chimiques, quoi, qu'autre chose. Bon, c'est gentil de m'avoir apporté ça, mais honnêtement, je pense que je vais refuser. Le flan offre un voyage gustatif qui ramène bien souvent en enfance. Si Marcel Proust avait sa Madeleine, combien sommes-nous à avoir notre flan ? On ne mange pas seulement pour être en bonne santé, mais on mange aussi pour se faire plaisir. Ophélie Mugel mène des recherches sur le bien-être alimentaire. Le flan n'est pas près de disparaître du hit-parade des desserts plaisir. C'est très régressif comme pâtisserie. On retrouve en fait des ingrédients dans sa composition qui sont très rassurants pour le consommateur. On a du sucre, du lait, des œufs qui font partie du patrimoine alimentaire du jeune enfant. Et puis il y a un ingrédient aussi qui est vraiment lié à l'enfance, c'est la vanille. C'est l'un des premiers arômes que va connaître le jeune enfant et donc il va s'y complaire finalement à retourner tout au long de sa vie. Le flan éveille donc une émotion quasi nostalgique, renforcée par sa texture, ni liquide, ni tout à fait solide. Cette texture très molle, très laiteuse, ramène à l'enfance. On est vraiment dans un dessert du réconfort. C'est presque un coussin, c'est très épais. Ça évoque des images très positives, de douceur, d'esprit maternel, de foyer, de cocon familial. On est pleinement dans ce qu'on appelle des aliments doudous, qui sont là pour rassurer le consommateur. Un doudou alimentaire avec lequel le monde entier se réconforte. Du flan portugais, thaïlandais, libanais à la custard tart anglaise, la plupart des cultures culinaires ont développé des recettes de flan. Pour s'offrir ce moment plaisir, la principale source d'approvisionnement du consommateur reste la boulangerie du coin de la rue. Quoi de plus logique, puisque le flan est avant tout un gâteau de boulanger. Devenir boulanger, c'est apprendre à produire du pain, mais aussi des viennoiseries, et ce que l'on nomme la pâtisserie boulangère, comme les éclairs, les religieuses et les flans. Ça a l'air bon. Il a réussi. Ouais, je sais pas qui l'a fait. Mon dessert d'enfance, c'était un gâteau de riz préparé par ma grand-mère. La recette a dû disparaître avec elle. Donc... Moi, c'est plutôt le gâteau au yaourt, mais il y a comme ça ce petit goût de laitage qui, je pense, qui reste et qui me plaît beaucoup. Amaury et Sybille ont ouvert leur boulangerie il y a 3 ans avec un principe, tout ici est fait maison. À l'ouverture, la seule pâtisserie qu'on ait proposée, c'est le flan. Il y avait le pain, il y avait la viennoiserie, et le flan, et rien d'autre. Ce gâteau-là nous permettait en plus d'avoir un gâteau qu'on vend entièrement, à la part. Donc en fait, c'était l'idéal pour commencer et ça a tout de suite marché parce que les gens venaient que pour ça, que pour le flan. Depuis, la gamme s'est étendue. Ils sont désormais 4 à la vente et 6 en production. Entre 15 et 20 flans sont fabriqués chaque jour avec des ingrédients choisis. Mon principe, c'est de transformer la matière première la plus brute possible et la moins corrigée possible. Je demande à mon meunier de nous faire des farines sans correction, sans ajout d'additifs qui, à mon sens, n'ont rien à faire dans la farine. On fait évoluer nos process en fonction de notre matière première. Parce que c'est des matières premières qui sont vivantes, donc elles ne sont jamais identiques.
La farine du mois de septembre ne sera pas la même que celle du mois de janvier, qui ne sera pas la même que celle du mois d'octobre. Tout a un impact sur le produit, quoi. La philosophie d'Amaury est donc de ne transformer que des matières brutes et pas uniquement pour son flan. Ici, les fruits sont frais, les betteraves arrivent crues avant d'être cuites et râpées. Même les pois chiches ont été mis à tremper sur place. Pour obtenir ces ingrédients bruts, Amaury s'approvisionne au maximum en circuit court. 2 fois par semaine, il récupère certaines matières premières nécessaires à son flan. Aller chercher comme ça à la ferme directement chez le producteur, on ne doit pas être nombreux à le faire. Si aujourd'hui, nous, on arrive à faire comme ça, et qu'on arrive à communiquer dessus, derrière, ça va inviter d'autres boulangers à le faire et à travailler de cette façon-là. Nous avons découvert qu'une grande partie des flans que nous consommons sont fabriqués à la campagne, au cœur de la Dordogne. Mais pas tout à fait à la manière d'Amaury. Mon dessert d'enfance, c'est les crêpes au sucre de ma grand-mère. Didier Boudy dirige la plus grande pâtisserie de France. C'est un flan fabriqué dans cette usine et il est digne d'un très bon artisan. Mademoiselle Dessert est à la tête de 12 usines en Europe, dont 8 en France. Nous sommes nombreux à avoir goûté un des flans fabriqués ici, mais sans le savoir. Ce flan est vendu à la grande distribution, à la restauration et également aux boulangers, pâtissiers, artisans de France. Des flans industriels en grande surface, on l'imagine aisément. Apprendre qu'ils occupent les vitrines de certains artisans nous a laissés comme 2 ronds de flan. Pour attirer et capter une clientèle qui va du supermarché hard discount au boulanger, le groupe s'appuie sur une large gamme. Là, un flan épais au chocolat, à la noix de coco. Près de 400 références de flan, tout format, tout parfum, tout budget. Là, c'est notre flan bio. Et là, celui-ci, il est particulièrement destiné à être dans la vitrine d'un artisan premium qui veut un produit de très haute qualité avec une crème extrêmement onctueuse. C'est beaucoup plus cher qu'un flan Ça va être à 30% plus cher qu'une recette fabriquée avec des ingrédients conventionnels. Nos clients viennent chercher notre régularité, notre efficacité, c'est-à-dire que réussir à faire un flan, ça demande beaucoup de temps et ils n'ont pas forcément ce temps. Mademoiselle Dessert a été le seul industriel sollicité à accepter de nous ouvrir ses portes. On a d'abord découvert des flans à la cuisson peu uniforme, difficile de repérer à l'œil nu qu'ils ont été produits à la chaîne. On vend des flans qui sont déjà totalement cuits et découpés en parts. Des flans prêts à être servis ou vendus. En général, les boulangers nous prennent plutôt des produits crus. Car le produit phare, l'essentiel des ventes, c'est le flan cru. Donc là, on va fabriquer le flan qui va être cuit en magasin ou en restaurant ou chez des artisans et qu'ensuite ils vont découper et vendre à la part. On en produit de plus en plus. On a même créé une deuxième usine qui est totalement dédiée au flan, qui est à 80 km d'ici. Entre 100 et 120 millions de parts de flan sortent chaque année de ces 2 usines. Vous voyez, ça, c'est nos casseroles. C'est pas tout à fait les mêmes qu'à la maison. Elles font 600 litres, mais il y a vraiment que la taille qui change. Les ingrédients, vous allez voir, c'est exactement les mêmes. Nous sommes allés voir de près, de très près, avec cette intuition que la différence qualitative entre 2 flans dépend du choix et de l'origine des matières premières. Pour le lait de ses flans, Amaury, l'artisan boulanger, s'approvisionne dans une des 5 dernières exploitations du Val d'Oise. Fidèle à son choix de circuit court et de matières premières brutes.
La famille Ferry élève des vaches depuis 7 générations. Bonjour Pascal. Salut Amaury, ça va bien? Ça traite là? Oui, bah, ça se termine. C'est impressionnant la machine. La traite est assurée par un robot. 1 million de litres de lait produit chaque année par quelques 110 vaches. Je représente quoi? Je représente une vache, 2 vaches à l'année? Oh, je sais même pas ce que ça fait. Ça fait quoi, 500 litres par mois, non? Ouais, à peu près, ouais. Ouais. Oui, ça fait ça. Enfin non, même pas, parce que 5 x 12, ça fait 6 000. Non, c'est une mauvaise vache. Hein. C'est une moitié de bonne vache ou une très mauvaise. Non, des vaches à 6 000, on n'en a plus. Hein. Bah là, ça a l'air d'être bon, il n'y a plus personne à s'occuper, donc on va pouvoir aller chercher le lait. Super. La quasi-totalité de la production laitière de l'exploitation est vendue sous forme de briques de lait en grande distribution. C'est du lait qui a été trait depuis 4 heures ce matin. Donc c'est du lait qui a moins de 12 heures. Hein. Du lait cru extra. Moi, je surnomme ça l'or blanc. L'or blanc du Vexin. C'est magnifique, cette matière première. Quand je vois ça, je regrette absolument pas de prendre le temps de venir le chercher, quoi. Ce lait cru, en vente directe, coûte moins cher à Amaury que du lait entier en briques, et à peine plus que de la poudre de lait. Mélanger de l'eau avec de la poudre de lait, ça fait du lait, mais ça fait pas du lait, quoi. C'est la facilité pour pas mal de monde. C'est une date limite de conservation qui est très longue. En volume de stockage, on y gagne, je pense aussi. En volume de stockage, on gagne carrément. C'est un sac qui est posé dans un coin qui craint rien. Donc c'est génial, hein, si on n'a pas envie de se prendre la tête. Mais c'est pas le même produit. Non, moi j'étais contente qu'Amaury vienne jusqu'à moi parce que j'avais moi-même fait la démarche avant qu'ils viennent nous rencontrer auprès des boulangers alentour en leur demandant si ça les intéressait pas. Et en fait, le lait cru, ça fait peur. Même si le risque disparaît par la cuisson, c'est un truc qui d'office fait peur. Les industriels ont très très bien travaillé là-dessus, en fait, à faire peur à tout le monde avec les listeria, les salmonelles, ça a très bien marché. Hein. Mais après, c'est bien, oui, très courageux finalement. Moi, j'ai beaucoup d'admiration. On se couvre pas mal, hein. Le flan, il est cuit 2 fois, une fois à la casserole, une fois au four. La viennoiserie, c'est cuit. Il n'y a pas vraiment de prise de risque. Le flan, dessert de boulanger, au lait cru, ça passe. Pourtant, la majorité des artisans fabriquant leurs flans choisissent les briques ou la poudre de lait. Aux grandes dames des défenseurs d'une pratique exigeante du métier de boulanger. Sur notre chariot à dessert ce jour-là, des produits utilisés pour faire du flan qui ont tous subi un processus industriel. Tout ce que combat Rémi Éluin. Ça va représenter tout ce que ne devraient pas faire les artisans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vont faire rentrer l'industrie dans leurs produits. Ils ont l'impression de transformer eux-mêmes, oui, mais c'est qu'une illusion. Détenteur, entre autres, d'un CAP de boulanger, blogueur, le trentenaire a une activité de conseil auprès des artisans qui souhaitent améliorer leur démarche dans un sens plus qualitatif. Rémi Éluin est naturellement un inconditionnel du flan au lait cru, ou tout au moins au lait entier. Là, on a du lait cru qui contient 35 à 40% de matière grasse. Là, on en a 0,8 grammes, comme c'est indiqué sur le paquet, pour 1 litre. Donc forcément, le gras apporte aussi du goût. Et le goût, on ne le retrouvera pas dans ce produit-là. On partait d'un produit qui était riche en nutriments, en matière grasse, qui avait du goût. On en a fait un produit quasiment mort, sans saveur, qui apporte vraiment rien, même en texture, au produit. C'est des choix après, chacun fait ses choix. Quel produit on a envie de partager avec sa clientèle après? C'est-à-dire qu'on peut dire, ce flan, je l'ai fait avec ces vaches-là, qui vont manger de l'herbe près de chez nous et qui participent vraiment à un ancrage local. Si on est capable de raconter l'histoire de ce flan, et là, je pense qu'il a de la valeur. Il a de la valeur à la fois sur le plan environnemental, sur le plan social, mais il a de la valeur pour le consommateur aussi. Il se dit, en achetant ça, j'achète toute une histoire et j'achète au final un produit qui a du goût et qui est naturel et qui est bon pour moi. En Dordogne, pour parvenir à la salle des crèmes où sont fabriqués les flans industriels, nous imaginions qu'il nous fallait suivre une longue traînée de poudre de lait. Mais aux surprises, le lait y coule à flot, sans jamais avoir été déshydraté. C'est presque une anomalie en industrie. On n'est pas nombreux à utiliser du lait liquide. Mais on fait tout notre flan avec du lait liquide. Pourquoi? Parce qu'on veut coller à la réalité de la recette originale. Quel type de lait?
c'est le lait écrémé qu'on utilise, parce qu'en fait, on va l'acheter à des partenaires qui, eux, utilisent la matière grasse pour fabriquer du fromage. Ce lait écrémé, privé de gras et donc de goût, il faut forcément lui redonner saveur et texture. On va ajouter la matière grasse qui nous plaît en fonction des demandes de nos clients. Ça peut être de la crème, ça peut être du beurre, ça peut être un mix des deux. Ça, c'est du beurre frais, 82% de matière grasse. Donc exactement le même beurre que vous avez à la maison en plaquette de 250 grammes. Nous, ici, il arrive en cube de 25 kilos. À contempler ces icebergs de gras flottés dans l'appareil à flan, surgit l'angoisse du plaisir coupable. Figuré dans la catégorie dessert est rarement gage de bienfaits nutritionnels. Pour savoir s'il existe des flans bons pour la santé, nous en avons apporté de toutes sortes au service de recherche en nutrition de l'Université Paris 13 à Bobigny. Ce service, aujourd'hui dirigé par Mathilde Touvier, a mis au point le Nutri-Score, 5 lettres qui permettent d'évaluer la qualité nutritionnelle des aliments. Comme à l'école, mieux vaut obtenir un A qu'un E. Sur cet emballage-là, le Nutri-Score, vous le voyez ici. Nutri-Score. Et vous voyez ici, le C apparaît en plus grand. C'est un Nutri-Score C. Cela veut dire une qualité nutritionnelle moyenne. Et alors, c'est obligatoire ? Alors, malheureusement, on n'a pas réussi à rendre obligatoire encore pour le moment le Nutri-Score. Donc, il reste des industriels qui font de la résistance et qui n'ont pas forcément envie de jouer la carte de la transparence auprès des consommateurs. Par exemple, on voit ici que sur cet emballage, il n'y a pas de Nutri-Score. Sinon, il serait en face avant de l'emballage. Mais on peut avoir une information sur le Nutri-Score en utilisant l'application Open Food Facts. C'est une application totalement gratuite qui est même soutenue par Santé publique France et qui va permettre de donner l'information. Alors, si on scanne le code barre de l'aliment, vous voyez qu'on a l'information ici sur le Nutri-Score. On a un Nutri-Score D. Le Nutri-Score, tout comme l'application, ne fonctionne que pour les produits emballés. Pour se faire une idée de la qualité nutritionnelle des flans maison ou achetés en boulangerie-pâtisserie, l'équipe de Mathilde Touvier a évalué différentes recettes traditionnelles. Pour celui-ci, le flan maison, on a un Nutri-Score qui est C. Pour le flan fait par un boulanger, où là, il y a un peu de crème qui a été ajoutée, on a un Nutri-Score également C. Et puis, pour le flan fait par un pâtissier, ici, avec plus de crème, plus riche, on est passé à Nutri-Score D. Même si on ne voit pas la crème comme on peut avoir dans certains gâteaux, ça reste quand même un aliment qui est vraiment gras et sucré, et donc à limiter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer, bien sûr, mais pas tous les jours. Il y a des enfants qui mangent des flans à tous les goûters, ça c'est clairement déconseillé pour la santé. D'aucuns devront donc modérer leur appétit pour le flan. Ce qui signifie résister à l'appel du parfum préféré des becs sucrés, la vanille. L'objectif, c'est d'avoir une saveur juste, pas quelque chose qui soit excessivement fort en vanille. Il faut que ça soit subtil. La vanille, fruit d'une orchidée, est une des épices les plus chères au monde. C'est une recette de 10 flans, on va mettre 5 gousses. Financièrement, c'est un investissement. On est à 2 € la gousse, ça commence à faire du budget, quoi. Même pour la vanille, Amaury parvient à s'approvisionner directement chez un producteur. Ces gousses de Madagascar ont juste fait un crochet par la Bourgogne. Chez Chantal Zara, l'heure du goûter, ce n'est pas du flan. J'ai fait la tarte à l'ananas, vanille et coco. C'est tradition malgache. Alors d'où vient cette vanille? C'est dans une plantation de mes parents, mes grands-parents, à Madagascar. C'est la vanille qui vient de Sava, c'est les régions Sava, nord-est de Madagascar. La nature est encore verte, on n'utilise pas de produits chimiques, il y a beaucoup de vanille. Chantal a travaillé dans la plantation familiale dès l'âge de 6 ans et jusqu'à son départ en France. J'ai appris à polliniser la vanille avec ma grand-mère. Chaque fleur, il faut polliniser à la main. Chaque fleur.
Ça prend beaucoup de temps. Une fois pollinisée, il faut attendre 9 mois pour que la vanille soit cueillie, puis encore 7 mois pour qu'elle sèche et soit commercialisable. C'est tout manuellement, à la main, A à Z. Tout manuel. Donc c'est pour ça que c'est cher. Il y a toute la famille qui est derrière. Des cyclones dévastateurs ont réduit l'offre et fait flamber les prix. La qualité, elle, est en baisse, car les vols se multiplient dans les plantations avant que les gousses soient mûres. Celles de Chantal sont devenues des denrées rares. Pour utiliser la vanille, on platit avec la main. Après, on ouvre une côté seulement, vous voyez. Vous y allez jusqu'au bout. Après, pour les gratter, on prend un dos couteau. Vous grattez. Voilà. Et là, vous pouvez mettre dans le bocal de sucre que vous utilisez. Vous avez gagné sucre vanille. Et vous voyez la qualité de graines énorme pour une gousse. Ça veut dire que la vanille, elle était bien mûre, ramassage. Avec une gousse comme ça, les flancs, c'est du top. Ça s'appelle caviar de vanille, en fait. Caviar de Madagascar. Cet or noir se vend 650 € le kilo, ce qui représente 230 gousses environ. Pour les grandes 4 bottes, là, c'est 1 kilo en général. Voilà. Un tel trésor se conserve dans des tubes en verre bien hermétiques, à l'abri de l'air, de la lumière et des odeurs. Le flan s'affiche désormais dans les vitrines des plus grandes signatures de la pâtisserie. Le dessert populaire y acquiert des lettres de noblesse. La vanille y est élevée au rang de splendeur. Étant breton, j'ai plutôt été élevé au phare breton, qui est excellent aussi. Pour moi, c'est un plaisir simple. C'est un moment que pour soi. Et dès que je passe au magasin et que je vois un flan qui traîne, tout de suite, il y a la main qui se perd. Et c'est souvent vers 15-16 heures, ma faiblesse. Meilleur ouvrier de France 2007, Arnaud Larère est célèbre pour ses macarons, ses chocolats et ses pâtisseries fines. L'idée de mettre au point un flan lui a été soufflée par ses clients. Son amour de la vanille n'y a pas résisté. C'est une épice qui est magique, donc on en met partout, dans tout ce qui est chocolat, caramel, café, fruits rouges. La vanille va partout. Sauf que, comme le prix il a explosé, on a été obligé de faire attention. Et donc, il y a des produits aujourd'hui qu'on a arrêtés parce qu'on ne peut pas mettre de la vanille partout. Mais pour le flan? Non, un flan sans vanille, pour moi, c'est pas possible parce que c'est vraiment l'ADN du flan. Donc, j'utilise de la perle de vanille. Il s'agit du contenu de la gousse. L'avantage, c'est que toute la vanille qu'on achète là, on l'utilise, il n'y a pas de perte. Et ça permet aussi, quand on fait des grosses quantités, on n'a pas 50 gousses de vanille à gratter. Une fois versée dans le lait, la vanille va diffuser la complexité et la richesse aromatique de son parfum. Donc là, on voit, ça commence à parfumer, là, c'est en train de chauffer. Ça va éclater les arômes et le parfum va monter en puissance. L'utilisation de ces précieux grains de vanille impacte le prix du dessert. Mais pour l'écrasante majorité des flans, le goût vanille est apporté par un arôme. Dans les flans industriels, en fonction de ce que le client est prêt à payer, on ajoute un arôme naturel ou artificiel. Un arôme naturel est à 95% issu de la gousse de vanille. L'arôme artificiel, issu du bois ou de la pâte à papier, est recréé en usine. Il coûte 10 fois moins cher. Ces arômes de synthèse ont une intensité aromatique 3 à 4 fois plus forte que la vanilline naturelle. Il n'y aura aucune nuance aromatique, ça sera très fort, très agressif, assez vulgaire. C'est plus vraiment un flan, c'est un peu un gâteau à la vanille et à la mauvaise vanille en plus. Alors c'est quand même un peu triste. C'est une question de culture. Si on laisse les choses se faire, demain, tout le monde acceptera de ne consommer que ces arômes-là, qui ne contiennent aucune vanille. C'est pour ça qu'on doit avoir à cœur de maintenir, en tout cas en artisanat, l'usage d'une vraie vanille.
Le consommateur pourra donc lire arôme naturel pour celui issu de la gousse, arôme vanille pour l'arôme de synthèse et le simple mot arôme pour les goûts artificiels qui n'ont rien à voir avec la vanille. Pour distinguer les flancs préparés avec des gousses, la présence de grains noirs nous semblait un bon indicateur. C'était avant de découvrir qu'on ajoute parfois aux flancs de la poudre de vanille épuisée. Épuisé, c'est complètement vidé de sa substance. Ça n'a plus rien d'intéressant, c'est vraiment que du bois. Là, on broie du bois de vanille. C'est de l'écorce, donc ça n'a aucun goût, mais ça donne l'impression aux gens qui vont consommer un produit à la vanille. Tout n'est qu'une illusion en définitive. Le consommateur, il achète avec ses yeux. Le goût, c'est pas le premier critère d'achat parce que c'est qu'une fois passé à table qu'on s'en rend compte. Alors il faut séduire les gens autrement et donc il faut les séduire en leur donnant des critères marquants et donc visuels. De toute façon, les industriels l'assument complètement. Ils le vendent comme marquant visuel. À y regarder de près, l'illusion n'est pas si parfaite. La poudre de vanille épuisée donne des points plus gros et plus irréguliers que les grains de vanille. Mieux vaut ouvrir l'œil bien grand. Pour flatter cet œil qui commande nos envies et nos achats, le flan arbore un code couleur. 50 nuances de jaune, mais toujours du jaune, obtenu en ajoutant du colorant. Ici, des couleurs extraites par exemple du curcuma. C'est naturel, hein, c'est des colorants naturels. Donc il n'y a absolument aucun risque, c'est très propre, c'est absolument nickel. Mais, par exemple, sur notre flan bio, on mettait absolument aucun colorant. Et le retour des clients, c'est « mais il est pâle ». Oui, quand on met du lait, des œufs, voilà la couleur que ça a naturellement. On a remis un peu de colorant. Les colorants, les arômes, la poudre de vanille épuisée. Nombre de ces produits sont fabriqués par des entreprises qui appartiennent au géant industriel allemand Dr Oetker. Aucune n'a accepté de nous recevoir. Pas même Ansel, qui sponsorise les concours du meilleur flan d'Île-de-France, s'offre les louanges d'un MOF pâtissier et qui est leader dans l'approvisionnement d'un ingrédient essentiel du flan. La fécule de maïs permet à la crème d'épaissir. On l'appelle aussi poudre à flan. À cet amidon, les industriels ajoutent colorant et arôme vanille. Amaury a d'abord utilisé cette poudre colorée et aromatisée avant de découvrir fortuitement que le même industriel commercialisait de l'amidon de maïs pur. Donc je vais peser en premier la fleur de maïs qu'on utilise aujourd'hui pour notre flan, qui est donc sans arôme et sans colorant. Amaury va réaliser 2 flans pour nous montrer la différence entre les 2 poudres. Et là, notre ancienne poudre, qui elle a du colorant et de l'arôme à l'intérieur, donc qui est généralement utilisée par mes collègues boulangers-pâtissiers. Si tout le monde l'utilise, on finit par avoir tous le même produit et surtout on a des produits plus ou moins sans âme. Chercher le naturel, ça a un prix. L'amidon pur coûte à Amaury 50 centimes plus cher au kilo que la poudre colorée et aromatisée. Devant nous, nos 2 flans, donc celui avec colorant et arôme, que nous, on a quand même utilisé pendant 1 an et demi. Donc, hop. Donc, on voit bien quand même que c'est jaune. Et à suivre, la nouvelle recette qui est nettement plus blanc. Amaury a réussi à convaincre sa clientèle de s'affranchir du conditionnement visuel qui veut qu'un flan soit bien jaune. Il vous faut autre chose avec ça? Mais en changeant de poudre, il a dû changer de recette, car les premiers essais avec l'amidon pur étaient encore plus décolorés. Pour redonner naturellement de la couleur à son flan, il a introduit du sucre roux dans sa recette et il a dû retravailler la présence des œufs. Chez Mademoiselle Dessert, lorsque vous tournez les robinets, s'écoulent des torrents d'œufs. Sous cette forme liquide, les œufs sont appelés ovoproduits. En industrie, on appelle ça de la coule fraîche qu'on reçoit en conteneur dans des cuves de 1000 litres.
Ils ont été mélangés, donc battus comme si vous vouliez battre une omelette, et pasteurisés. On a un gros avantage aussi avec tous ces process, c'est qu'il n'y aura pas une coquille dans les œufs. Sur les coquilles, la législation oblige à indiquer les conditions d'élevage des poules. 0 pour le bio, 1 pour les poules en plein air, 2 pour les poules enfermées mais libres de se mouvoir au sol, et 3 pour celles qui sont enfermées dans des cages. Les ovoproduits sont essentiellement issus d'œufs de catégorie 3, la pire pour le bien-être animal. Les œufs qu'on a ici, c'est des poules qui ont été élevées en cage. Il y en a encore, c'est encore la majorité, mais ça y est, c'est en train de progressivement changer. On s'est engagé d'ici à 2025 à ne plus utiliser d'œufs de poules élevées en cage. Il y a des clients qui sont déjà très avancés et qui ont complètement banni les œufs de poules élevées en cage. Et nous, on s'adapte à la volonté de chacun de nos clients et à son cahier des charges. Les conditions d'élevage ne seront pas indiquées sur les flancs fabriqués à partir d'ovoproduits, ni sur les bidons d'œufs liquides dont se servent nombre d'artisans. Qu'advient-il d'un œuf coquille avant de finir en bidon? Aucune de nos demandes pour filmer la transformation industrielle n'a pu aboutir. On a dû se contenter d'images promotionnelles glanées sur Internet. Rémi Eluin nous a permis de comprendre les conséquences de l'utilisation d'ovoproduits pour un flan. Vous allez ouvrir la bouteille d'ovoproduits. C'est facile, hein. Et là, on voit que c'est quand même très liquide, quoi, tout de suite. Puis les œufs, on va les mélanger. On voit bien que je vais pouvoir passer beaucoup de temps. J'aurai pas la même texture liquide. On est vraiment à un échelon industriel. Donc on va les mélanger de façon intensive pour qu'ils soient complètement homogènes. Et donc ça va avoir tendance à les liquéfier. Alors que là, les blancs d'œufs, ils sont beaucoup moins altérés et ils vont participer à donner naturellement de la texture au flan. Et si ce bidon ne contient que des œufs, ça n'est décidément pas le même produit qu'un œuf juste cassé. Là, on est sur un produit qui a connu beaucoup de transformations. Il a été filtré, il a été homogénéisé, il a été passé à une température élevée, puis redescendu en température. Donc effectivement, tout ça, ça va avoir un impact, on le voit, sur sa couleur, sur sa texture, et ensuite sur son goût. Donc on a tous goûté un produit frais, un produit qui a été pasteurisé. Là, on est dans le même cas. Si la texture et le goût d'un flan pâtissent de l'utilisation de vos produits, il présente d'autres avantages. Ce bidon de 2 litres contient l'équivalent de 44 œufs, une facilité de stockage qui convainc tous les industriels et bien des artisans. Le choix d'Amaury est tout autre. Sa tournée d'approvisionnement en circuit court le conduit chaque semaine dans l'Oise. Il se fournit en œufs dans un élevage familial. Daniel Buet supervise le tri des 35 000 œufs pondus ici chaque jour. Là, il y a tous les calibres. En moyenne, Amaury a besoin de 1500 œufs par semaine. C'est les œufs de ce matin qu'on va récupérer, de la nuit qu'on va récupérer et qu'on va utiliser demain pour faire le flan. On a de l'extra frais. Voilà. Votre commande, elle est prête. Elle est prête, super. Là, c'est du blé. C'est du blé. Il est même pas vilain du tout, celui-là. Puis le maïs. Les poules pondeuses sont nourries avec les céréales de la ferme et l'huile de colza du voisin. Des poules élevées en plein air. Les œufs que vous avez eus ce matin, c'est celle-ci. Bah alors les filles! Cet approvisionnement en direct permet à Amaury de payer ses œufs plein air moins cher que ceux de poules élevées en cage proposés par un grossiste. Les critères, ils étaient d'avoir des poules plein air, une catégorie 1, puis d'avoir une production respectueuse. Là, je pense qu'on peut voir la poule, elle n'a pas l'air malheureuse quand même. Hein. Bien au contraire même. Quant aux œufs en bidon, pour Amaury, ce n'était pas une option. C'est trop loin de nos valeurs, quoi. Si j'achète des ovoproduits, j'achète du lait en brique, je ne m'embête pas à mettre une poudre sans colorant ni arôme, c'est plus simple, c'est sûr. Moi, je pense que c'est la facilité pour le travail, quoi, c'est ça, pour les gens qui les utilisent.
Ah bah, ne serait-ce que casser les œufs. Hein. Casser les œufs proprement dans les règles de l'art, en respectant les normes d'hygiène, c'est déjà allez, 15% de temps en plus. Hop, on va casser nos œufs pour récupérer nos jaunes. L'objectif, c'est d'avoir des œufs parfaits. Pour redonner des couleurs à son flan sans colorant, Amaury a dû ajouter des jaunes en plus des œufs entiers à sa recette initiale. Là, on les clarifie, on sépare le jaune des blancs. C'est le plus rapide de le faire à la main. Donc ça demande de l'hygiène, bien se laver les mains avant, du temps parce qu'il faut être délicat. Comme quoi, on peut y arriver, on peut réussir à récupérer naturellement de la couleur ou du goût sans passer par des colorants, quoi. Les blancs d'œufs vont être montés en neige pour confectionner des îles flottantes. Quant aux coquilles... Les coquilles, du coup, vont être réutilisées par un client pour faire de l'antilimace. Ça évite que ces plants de tomates soient mangés. Rien n'est perdu. Le risque d'un bout de coquille sous la dent vaut à Arnaud Larère de ne pas pouvoir utiliser d'œufs frais pour son flan. Une mesure de sécurité exigée par sa clientèle professionnelle. Le chef pâtissier a donc dû tester l'ovoproduit pour finalement y renoncer. J'ai dû trouver un flan sans œufs. Donc, comme il n'y a pas d'œufs dans ma recette, j'ai compensé en mettant plus de crème pour toujours avoir cette densité du flan pour qu'il puisse se tenir. Parce que si on mettrait que du lait, on n'aurait pas la même texture. Dans le flan sans œufs d'Arnaud Larère, il y a donc autant de crème que de lait. Je prends de la crème des Deux-Sèvres, c'est la crème fraîche. L'avantage par rapport à une crème UHT, c'est qu'elle est pure. Il n'y a pas d'épaississant, il n'y a pas d'émulsifiant qui vont un peu varier le goût en bouche. C'est-à-dire pas d'additifs? Il n'y a pas d'additifs. C'est pas le style de la maison, donc on marche encore à l'ancienne. Les additifs pullulent dans les flans ultra transformés. Mais on n'imaginait pas les découvrir dans certains ingrédients basiques du flan. À l'université Paris 13, nous avons apporté au docteur Touvier un flan indigeste, pas seulement parce qu'il est en carton. Sur ses parts, nous avons retranscrit les listes d'ingrédients qu'on peut lire sur les emballages d'arômes, de crème ou de poudre à flan. On trouve des additifs partout, pour qui sait les identifier. Les additifs, on les reconnaît soit par leur fonction, émulsifiants, conservateurs, antioxydants, suivis du nom chimique de la molécule. Soit ils sont notés avec E, donc E202, E163, etc. À ce jour, 330 additifs sont autorisés par l'Autorité européenne de sécurité alimentaire. Mais l'effet de certains d'entre eux sur la santé inquiète. Se pose des questions ici dans les émulsifiants d'un impact sur le microbiote intestinal, sur de l'inflammation, sur aussi un risque potentiel de déclencher certains cancers. Ce sont des études chez l'animal. Hein. On a aussi des additifs comme les carragénanes ici, donc le E407, qui favoriserait le diabète ou certains cancers. Mais on n'en sait rien encore chez l'homme. Et par contre, ce que l'Agence européenne de sécurité des aliments a reconnu, c'est qu'il y avait des risques de surconsommation. Les plus forts consommateurs dépassaient jusqu'à 10 fois la dose maximale recommandée pour cet additif. Les carragénanes, on les retrouve notamment dans les crèmes UHT. Le risque de surconsommation existe aussi pour le benzoate de sodium contenu dans cet arôme. On a généralement le nom, mais on n'a pas la quantité mise dans les aliments. Donc on ne peut pas savoir du tout au niveau individuel si on dépasse ou non les doses, et d'où le principe de précaution qui est de limiter la consommation d'additifs alimentaires, de manière générale, de limiter les aliments ultra-transformés. Cette préoccupation des autorités de santé, nombre d'artisans la partagent jusqu'au bout de la préparation de leur flan. C'est comme le fromage, hein. C'est moulé à la louche. Pour moi, la taille idéale, c'est 4 cm de haut. Parce que comme ça, le flan, il se tient, il cuit pareil que la pâte autour. Et au niveau dégustation, c'est... Il se mange à la main? Ouais, ça se mange à la main, un flan. À part si on va chez Belle Maman. L'objectif en le lissant, c'est de travailler la forme. C'est pas non plus un concours de beauté.
C'est parti pour 25 minutes à 200 degrés. Voyons ça. On sent que ça crépite. C'est le beurre de la pâte. Et voilà, ça s'enlève tout seul, c'est magique. Prêt à partir en boutique. Vous mettez rien dessus? Non, on va rien mettre dessus, pas de nappage, pas de superflu. Le flan, c'est nature, on envoie comme ça. S'il est imparfait, c'est pas grave, ce qu'il faut, c'est qu'il soit bon. C'est le plus important. Alors ça, c'est un nappage qu'on fait nous-mêmes, à base d'eau, de sucre. Et on fait une infusion avec la feuille de menthe, du citron, de l'orange. Ça va très bien pour accompagner le flan. C'est subtil, hein, ça va l'embellir. Dans le jargon du métier, napper se dit abricoter. Un joli mot pour ce qui est trop souvent un vilain geste. On se retrouve avec une liste d'ingrédients pour le nappage qui est souvent plus longue que celle du flan à proprement parler. Pour un nappage de qualité de grand pâtissier, combien de flans sont recouverts de cette sorte de purée sucrée peu ragoûtante, véritable concentré d'additifs? Là, on ajoute tout ce qu'il faut, oui, du sucre, beaucoup de sucre, du glucose, même du sirop de glucose, qui est quand même vraiment pas bon pour la santé. C'est un faux sucre. Après, ça va être des épaississants, des conservateurs, pour certains des colorants. Tout ça pour optimiser la tenue en rayon, pour que ça tienne plus longtemps, pour donner envie aux consommateurs. Tout ce qui brille nous attire, c'est sûr, ça attire l'œil, forcément. Le choix de napper ou pas un flan se fait dans les cuisines des supermarchés ou les ateliers des artisans, mais pas en usine. Aucun flan ne sort de chez Mademoiselle Dessert assorti d'un nappage, puisque la plupart des flans sont vendus crus. Crus et surgelés. Là, le flan entre dans le surgélateur. La crème est encore chaude, elle est à peu près à 80 degrés. L'ambiance à l'intérieur est à moins 40. Et on va chercher à refroidir le produit dans un temps record. Et c'est ça la grosse différence entre la congélation et la surgélation. Ici, on surgèle. On va former des cristaux les plus fins possibles pour ne pas dénaturer la structure du produit. Ces flans surgelés ont une durée de vie d'1 an une fois conservés dans les congélateurs des clients de l'industriel. Pour les consommateurs qui vont acheter leurs flans en grande distribution, ils auront sur l'emballage une étiquette avec la liste de tous les ingrédients. Après, quand c'est en restauration ou en boulangerie, pâtisserie artisanale, là, la liste des ingrédients n'est pas fournie. Nous, on la fournit, mais elle n'est pas forcément répercutée au consommateur final. Chaque matin, des grossistes livrent toujours plus de flans surgelés à des boulangeries sans que les consommateurs connaissent leur origine industrielle. Pétrir et cuire son pain dans son fournil est obligatoire pour avoir le titre d'artisan boulanger. Mais le reste peut être acheté déjà transformé. Il n'existe pas non plus d'obligation d'indiquer en vitrine que le flan a été congelé s'il a été cuit dans la boulangerie. Confronté au problème, le président des boulangers-pâtissiers, Dominique Enracte, dénonce l'industrie comme le cancer du métier. En réaction, cette confédération tente de valoriser les artisans adeptes du fait maison en lançant la marque Boulanger de France. La Loire-Atlantique est un département pilote pour sa mise en place. À une trentaine de kilomètres de Nantes, le boulanger-pâtissier de cette bourgade de 8000 habitants entend bien y prétendre. Mon dessert d'enfance, c'était plutôt le savarin que ma maman me faisait avec une crème chibouste. C'est un flan fait maison et j'ai envie que ça se sache. Pour tout faire maison, ils sont 7 en production, dont 2 apprentis. Pourtant, Jean-François Manceau est soumis à la tentation. Comme tous les artisans, il est démarché par des grossistes qui lui proposent sur catalogue de quoi remplir toute sa vitrine. On peut tout acheter, tout fait. Vous voyez, la viennoiserie, croissant, pain au chocolat, les chouquettes,
les quiches, les sandwichs, les flans. Donc on pourrait en fait tout simplement ne plus rien faire. Avoir un salarié en fait qui sort les produits des cartons et mettre en rayon. Voilà. C'est pas le même métier du tout. C'est de la revente. C'est pas de la fabrication, c'est de la revente. Donc c'est la disparition d'un savoir-faire, tout simplement, puisque en fait les apprentis qui vont travailler dans les boulangeries où ils sortent les affaires des cartons, ils vont pas apprendre leur métier. Bonjour, Emmanuel Bricard de Bureau Veritas. Je viens pour le contrôle Boulangerie de France. Bonjour, monsieur. Eh ben, on peut commencer. Pour attribuer la marque Boulanger de France, le contrôleur va vérifier que ce qui est proposé à la vente est fait maison. Je vous suis. Cet audit par un organisme indépendant va coûter 310 € à Jean-François Monceau. Du coup, est-ce que vous avez les fiches recettes de ce que vous préparez? Alors, donc, Après l'examen des fiches recettes, les frigos, les congélateurs sont ouverts, l'origine des matières premières est vérifiée, même les poubelles peuvent être inspectées. Vous demandez de me fournir les factures? Oui, donc là c'est mon principal fournisseur. Au vu de ce que j'ai rentré dans la grille, vous allez pouvoir accéder au label Boulangerie de France. Bon, bah, très bien. Content, très content, oui. Jean-François sera soumis chaque année à des contrôles inopinés. Sur les 33 000 artisans boulangers du pays, 850 à ce jour sont devenus boulangers de France. Si la marque garantit le fait maison, le choix des ingrédients utilisés reste à la discrétion de l'artisan. Un flan à la poudre de lait, aux ovoproduits, parsemé de colorants, d'arômes artificiels et d'additifs, peut très bien avoir été fait maison. Souvent, les artisans les plus vertueux estimeront que la confiance de leur clientèle vaudra la belle. Alors, goûtons, testons, croquons. Le bon goût d'un souvenir ne se forge pas uniquement en enfance.